Ah, ma première fois. C'est magnifique! Mais c'est pas facile, hein. Presque un an, je suis partie de la France, là, c'est le paradis en fait. Hello la MIF, après plus de 18 000 km sans avion depuis la France, je suis enfin arrivée en Asie du Sud-Est et plus particulièrement à Luang Prabang, l'ancienne ville royale du Laos, un pays que l'on connaît peu. Mais avant de vous en parler un peu plus, retour en images sur comment je suis arrivée ici. Hello la MIF! Demain, le voyage sans avion démarre avec un nouveau chapitre puisque ce sera ma première fois en Asie du Sud-Est. Pour ceux qui débarquent, moi c'est Alex. Ça va faire 11 mois que je suis partie de France. Je voyage exclusivement sans avion par la terre, donc avec comme transport principal le bus ou le train. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ne s'abonnent pas à ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, On a Trip with Alex. Bon, on va faire mon sac ensemble puisque je pars demain tôt, donc je vais organiser mon sac, sachant que j'ai un peu craqué mon slip puisque j'ai fait du shopping, donc je ne sais pas si tout va rentrer. Et c'est l'occasion pour moi de tester mon nouveau micro, j'espère que le son est qualitatif. Déjà, premier point, vous allez me dire « Oui, mais Alex, t'avais dit que t'allais au Tibet après le Népal, où est le vlog sur le Tibet ?» Alors oui, je suis effectivement passée au Tibet et j'ai filmé, j'ai vlogué. Par contre, c'est une région contrôlée en Chine, oppressée même, et pour des raisons de censure, et comme je risque sûrement de repasser en Chine puisque je vais rentrer en France par la terre, enfin, c'est une volonté que j'ai, je préfère sortir ce vlog une fois que je suis sûre de ne plus passer en Chine pour pouvoir être libre de mes analyses, de ce que je vais dire et ne pas me sentir en danger quelconque, même si je pense qu'il n'y a pas ou très peu de danger, mais voilà. On ne sait jamais. Donc dans le doute, je préfère m'abstenir de le partager tout de suite, donc il sera dispo sur YouTube avec évidemment plusieurs mois de retard. Et par contre, je vais partager un peu des infos sur Insta, donc encore une fois, allez me suivre sur Insta si vous voulez voir un peu les trucs en direct. Regardez ce beau châle en poil de yak que j'ai acheté au Népal. J'avoue que je me suis fait plaisir un peu sur le shopping là en Chine parce que je sais que Max vient me voir et qu'il va pouvoir m'alléger. Surtout repartir avec mes affaires d'hiver. Alors, ce qui concerne du coup la Chine, j'ai pas du tout vlogué. J'avoue que j'avais pas trop l'envie. Je sais pas si ça se voit depuis mes derniers vlogs, mais j'ai pas trop la déterre de vloguer. Je sais pas s'il faut que je fasse une pause ou autre, mais en tout cas, je m'autorise toujours à ne filmer que quand j'ai envie, donc c'est pour ça que vous voyez sûrement un peu moins de vidéos et un peu moins de contenu. Alors en Chine, donc pour sortir du Tibet, on est parti de Lhasa, on a pris le train. D'ailleurs, ne rentrez pas en Chine avec des couteaux. Moi j'avais mon petit Opinel, celui de mon père. Désolée papouche, le couteau a disparu entre les mains de la police chinoise. En fait, c'est tolérance zéro. Il y a plusieurs retours des voyageurs en mode il y en a ça passe, il y en a ça passe pas, mais là pour moi c'était tolérance zéro. Donc on a pris le train de Lhasa pour aller à Lanzhou. Lanzhou, on a fait un petit stop de 2 jours. Et ensuite, Émilie, elle est repartie vers le Kazakhstan. Et moi, je suis descendue dans le sud. Donc là, je suis dans la province de Yunnan, dans la ville de Kunming. Ici, on dit que c'est le printemps toute l'année parce que la température est assez stable. Et il y a plein de trucs sympas à voir au Yunnan, et même à Kunming. On peut notamment même aller dans des villages en haute altitude, par le train ou par le bus. Là, cette semaine, j'étais dans un mood où j'ai vraiment envie de rien faire. Genre, j'avais envie, enfin pas de rien faire, mais j'avais pas envie de faire des trucs touristiques. J'aimerais qu'on normalise le fait en voyage long terme de ne pas culpabiliser. Je parle pour moi parce que c'est encore difficile à faire, de ne rien visiter, voilà, de juste avoir une routine un peu plus light, disons. Par exemple, moi cette semaine, je me suis inscrite à une salle de sport que j'ai payé genre moins de 1 euro pour 5 jours. Donc voilà, ma routine c'était d'aller à la salle et ensuite j'aimais bien prendre les petits vélos en libre service dans la ville et me balader à vélo, me balader à pied, mais sans but particulier et pas en me disant ah il faut que j'aille voir ça, il y a la vieille vie, il y a le parc, le machin, le truc. En fait, je regardais un peu la map, je me disais ah tiens, il y a l'air d'avoir un espace vert ici, let's go. Et c'est tout ce que je faisais. J'avoue que parfois je suis tiraillée par ce sentiment de genre ah ouais, il y a des gens qui rêveraient d'être ici, je fais rien ou je vois rien. Ou alors un peu un sentiment similaire, d'ailleurs j'ai croisé un mec ce matin qui me parlait de ça, genre je sais pas quand est-ce que je reviendrai ici, donc il faut que je vois les choses qu'il y a à voir. Et plus j'avance dans le voyage, plus moi, la façon dont j'aime voyager, c'est genre m'immerger, je sais pas, me balader sans but, regarder un peu les gens autour de moi, etc. Et je me dis, ouais, j'aurais peut-être pas les photos des lieux emblématiques de la ville, mais au moins mon passage dans cette ville me ressemblera, quoi. Après, voilà, c'est mon avis, c'est parce que je voyage depuis aussi
pas mal de temps que je commence à ressentir ça. Et évidemment, parfois aussi, je fais des trucs touristiques. Enfin, je pense qu'il y a un juste milieu aussi à avoir. Hein. C'est pas non plus... Pour moi, faut aussi s'écouter et c'est quelque chose que j'apprends avec ce voyage. C'est que j'apprends à m'écouter et toute cette charge mentale du voyage de où est-ce que je mange ce midi, comment est-ce que je vais à la gare et toujours vouloir optimiser en fait ce temps et en fait c'est apprendre à déconstruire cette charge mentale, être partagé entre l'envie de lâcher prise et de se laisser aller et quand même devoir organiser des trucs. Ça prend beaucoup d'espace dans ma tête, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup donc ouais parfois c'est compliqué. Là je suis contente, il y a Max qui arrive donc je vais pouvoir un peu déléguer et me laisser porter et ça c'est aussi trop cool dans le voyage, c'est de pouvoir se laisser porter. Ah, c'est quoi tout ça, putain? Je suis dans la merde pour tout mettre dans le sac. Voilà, cette semaine, voilà, petite déprime, mais pas quelque chose d'alarmant. C'est quelque chose qui va, qui vient. J'ai l'habitude maintenant. Je sais m'écouter, je sais le gérer, donc ça aussi c'est quelque chose de positif. J'apprends beaucoup. Quelque chose auquel je réfléchis beaucoup aussi et qui a occupé, disons, une énorme place dans mon espace mental, c'est l'Asie du Sud-Est, d'y aller, d'entrer là-bas, de voyager. J'ai beaucoup d'appréhension sur cette partie du monde parce que pour moi, ça représente vraiment la surconsommation du tourisme et c'est pas le voyage qui me correspond, en tout cas sur le papier et sur l'image que je vois partout sur les réseaux sociaux. Pas le voyage qui me correspond par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, j'appréhende de tomber sur des backpackers qui surconsomment le voyage, qui font genre en 3 mois, ils font tous les pays d'Asie, du Sud-Est, ils prennent des avions, ils vont dans des auberges pour se bourrer la gueule. Enfin, voilà, moi j'ai un peu ce cliché de backpackland, on va le dire, hein, de l'Asie du Sud-Est. Et en même temps, alors je sais que tout le monde n'est pas comme ça, je ne fais pas une généralité, là c'est vraiment une appréhension, je parle de mon ressenti, de mon appréhension. Et j'ai quand même décidé d'y aller, donc ce sera intéressant de voir comment je me sens en Asie du Sud-Est. Et je me suis quand même donné l'opportunité de me faire mon propre avis. On commence demain avec le Laos qui est, d'après ce qu'on me dit, le pays le moins touristique des 4, du quatuor Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge. J'ai fini mes packing cubes, je vais les arranger dans mon sac. Mais voilà, vous avez un peu mon état d'esprit, ça fait une bonne introduction pour ce vlog. Et je vous dis à plus et abonnez-vous. Bon les gars, je suis arrivée à la gare, clairement large en avance, donc venez pas 2 heures avant si jamais vous prenez le train pour le Laos. Et en fait les gares c'est comme des aéroports, enfin, vraiment c'est une dinguerie. Et le truc c'est que je me suis installée devant la porte et tout, il y avait un seul mec au début qui commence à me tchatcher. Il avait l'air cool, genre juste je lui ai souri, enfin j'ai rien fait de plus quoi. Juste que le mec qui commence à me faire genre ah t'es célibataire, est-ce que je peux te faire un câlin, enfin bref, les hommes quoi. Tu leur souris, ils pensent que t'es une proie et que vas-y c'est bon, t'es ouverte à tout. Pas le premier, c'est pas le dernier, mais le truc c'est que j'ai vu, il a montré son ticket, il est dans le même wagon que moi et genre assez proche apparemment. Donc j'avoue que j'ai le seum, je me cotiner jusqu'au Laos. J'hésite même à changer de place là, tellement ça me gave. Après il est 6 h du matin, je commence déjà à me pomper l'air. Bon les gars, j'ai le stamp de sortie de la Chine. En vrai ça a pris relativement pas beaucoup de temps. Je suis sortie à 30 du train, là il est 47. Et on est du coup de l'autre côté de l'immigration pour repartir dans le train. Et on va faire la même chose côté laotien. Alors je sais pas si c'est un comportement genre spécifique à ce passage de frontière ou juste chinois. Mais les gens ils sont dingues pour sortir du train, genre ils se pressent tous. En fait c'est comme si vous aviez le comportement de boomer, genre qui va être les premiers de la file, bah là mais c'est tout le train qui est comme ça. Et les gens genre ils te doublent au scanner, j'ai super chaud, genre vraiment je suis plus habituée, ah je me sens poisseuse déjà, ça me... C'est assez straightforward quand tu sors de la gare. Il y a plein de minivans qui t'amènent à ton point d'arrivée. Ça va coûter 40 000. Les gars, oh là là, il fait humide, il a plu en plus. J'ai l'impression d'arriver à l'île Maurice, laisse tomber. J'espère que vous avez aimé ces premières images du vlog. Et depuis que je suis ici, j'essaie de me renseigner un peu sur ce pays, en vrai, dont on connaît presque rien. D'ailleurs, premier petit fun fact, le Laos, c'est un pays enclavé, sans accès à la mer.
Les pays frontaliers sont la Thaïlande à l'ouest, le Cambodge au sud, le Vietnam à l'est et la Chine au nord. Vraiment, les autres pays ils ont dit non, le Laos c'est mort, t'auras pas le droit de te baigner. Ici, on parle le laotien. Bonjour, on dit sabaïdi. L'alphabet syllabaire ressemble à ça. On paye en kip. Aujourd'hui, 1 euro, c'est 25 000 kip. La capitale du pays, c'est Vientiane. Et il y a près de 8 millions d'habitants et plus de 100 groupes ethniques différents. Donc le Laos, c'est aussi très intéressant en termes culturels. Le Laos a une histoire riche, bien que malheureuse parfois. Ça commence au XIVe siècle avec la création d'un royaume, le royaume aux millions d'éléphants par Phagnom, et c'est le point de départ du Laos qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs. Puis après, il y a une grosse période de déclin avec une division du royaume au XVIIIe siècle. À un moment, une grosse partie du Laos a appartenu aussi au royaume de Siam, donc en l'actuelle Thaïlande. Et puis, il y a une grosse partie de l'histoire du Laos sous la colonisation française quand ils ont été annexés à l'Indochine sous préfectorat français. L'Indochine, vrai sujet, je me rends compte que j'ai quasiment rien appris à ce sujet à l'école, qu'on parle brièvement de la guerre d'Indochine, mais que les impacts et les conséquences de la colonisation française dans cet endroit du monde, j'ai clairement zéro connaissance. L'Indochine, c'est quoi concrètement? Donc l'Indochine, c'est un ensemble de colonies françaises qui a été créé entre le 19e et le 20e siècle en Asie du Sud, et ça comprenait les 3 pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. L'objectif principal de cette colonisation était économique, donc exploiter les ressources naturelles, imposer des taxes et intégrer ces territoires au commerce français. Mais vous vous en doutez, la domination coloniale, ça a des lourdes conséquences sur les populations locales, et au Laos, elles ont été brutales. La France a par exemple redessiné les frontières sans tenir compte des groupes ethniques locaux, imposé les politiques, transformé une société traditionnelle en une économie tournée vers l'exportation. Et en fait, le Laos, c'est vraiment le dernier de la classe. Il était vraiment utilisé comme un tampon stratégique plutôt qu'une colonie vraiment développée, hein. Il y avait très peu d'infrastructures. Ils ont très peu bénéficié des avantages que pourrait avoir une colonie sur place, si je prends des petites pincettes. Globalement, les Laotiens étaient lourdement taxés, obligés de travailler sur des projets coloniaux, sans réel accès à l'éducation ou les potentiels avantages promis par les colons. Et comme d'habitude dans une colonie, la culture laotienne était considérée comme inférieure, et donc beaucoup d'identités régionales étaient écrasé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse aller checker ces 2 comptes Insta pour tous les sujets autour de la décolonisation, parce que je trouve que c'est un sujet trop important dont on parle peu. Bon, par contre, je vais pas m'attarder dans cette vidéo sur la guerre d'Indochine, puisque c'est un trop long et lourd sujet pour un vlog voyage. J'en parlerai peut-être un petit peu avec des anecdotes et des informations pour que vous ayez le contexte. Et je vous laisse aller checker les ressources en description si vous avez envie de creuser ce sujet. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après 45, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une brève tentative d'indépendance, surtout côté vietnamien. Mais la France reprend le contrôle, et ensuite, il y a la guerre d'Indochine qui a commencé. Donc la situation clairement dégénère, et le Laos devient un terrain d'affrontement entre le bloc capitalisme et le bloc communiste. Et je reviendrai sûrement sur ce sujet plus tard. Et par la suite, il y aura eu aussi une guerre civile du coup entre le gouvernement royal et le parti communiste laotien qui était soutenu par les Vietnamiens. Le Laos est tristement connu pour cette statistique. C'est le pays le plus bombardé au monde par habitant. Entre 1969 et 1975, le Laos a été extrêmement bombardé par les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Il y a 30% des munitions qui sont tombées, qui n'ont pas explosé. Aujourd'hui, ça représente un vrai problème de sécurité pour les habitants, et notamment dans les régions les plus reculées du pays. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 2 millions de tonnes de bombes qui sont tombées sur le territoire. Je me trouve actuellement au centre UXO, qui est en fait l'organisme qui s'occupe à la fois d'éduquer les habitants et surtout les enfants sur les mesures à prendre lorsqu'on est dans une zone de danger, et aussi en fait de déminer le pays, puisque le goal ultime est de enlever toutes les bombes. Et en fait, moi, ce qui me rend triste, c'est que la moitié des victimes des bombes qui explosent encore aujourd'hui, d'une guerre qui a plus de 50 ans, c'est des enfants. Et là, dans les vidéos, on voit beaucoup d'enfants handicapés. Ça me rend triste que ce soit aujourd'hui un vrai effort des autorités locales. Ça impacte en fait des enfants de familles rurales, donc parfois très pauvres, pour une guerre qui n'était même pas la leur. En fait, ils payent un peu les pots cassés. Il y a énormément d'histoires de gens qui vont dans les champs pour travailler, et en fait qui se font
font exploser une bombe à la tronche, quoi, et qui sont soit handicapés ou soit meurent. Depuis le début des années 2000, ça tend un peu vers le mieux. Il y a eu une nouvelle constitution, mais toujours pas de démocratie. Il y a eu beaucoup de développement, d'ouverture à l'économie de marché, de nombreux partenariats avec les pays limitrophes et notamment la Chine qui investit beaucoup avec ses nouvelles routes de la soie. On a quand même un fort développement du tourisme et des infrastructures. Par contre, la répression politique est toujours persistante. On n'a pas de liberté de presse ni d'opposition politique. Il y a encore un triste classement dans lequel s'inscrit le Laos. C'est le Freedom of the World. En 2025, il est noté 13e sur 100. Il est classé Not Free, donc non libre, qui montre l'inexistence de liberté civile et politique ici au Laos, notamment à cause du régime à parti unique, le Parti révolutionnaire populaire du Laos qui en fait contrôle tous les aspects de la vie politique et sociale du pays. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à ma chaîne. J'espère que ces petites informations vous auront permis, comme moi, de comprendre un peu plus les enjeux géographiques, politiques et un petit peu sociaux du Laos. Moi, ça fait une semaine que je suis arrivée ici. Je commence seulement à m'acclimater. J'avoue que pour moi, le plus compliqué, c'est la chaleur. Il est 11h35, il fait bientôt 40 degrés. C'est le pic de chaleur à la journée. La nuit, ça descend à 25 degrés et j'avoue que c'est très compliqué. J'ai prévu quelques trucs intéressants, donc restez sur cette vidéo. Je vous emmène avec moi si la météo le permet et je vous dis à bientôt, les amis. Oh my. Là, on sent que c'est du vrai beurre. Ils sont pas chauds, ça sort pas du four, mais c'est sympa. Donc, du coup, je suis arrivée à Luang Prabang au Laos. Ça fait 2 jours là que je suis là. J'ai loué un petit bike. Je vais vous emmener avec moi dans ma petite sortie aujourd'hui. Je me suis tapé une montée de l'espace là avant d'arriver au village. C'est dur, il fait chaud, il fait genre 35 degrés, ne faites pas ça. C'est horrible. J'ai trouvé le spot. Regardez, oh là là. Est-ce qu'il y a un truc pour boire un coup là-bas? Parce que si c'est le cas, c'est incroyable. Waouh. Putain, c'est trop beau. Ah, ça valait grave le coup. Ah putain, ça valait trop le coup. Oh, c'est magnifique. What? C'est trop beau. Regardez. Oh my god. Ah ouais, putain, ça fait du bien. Franchement, ce spot est incroyable. Il y a le frérot qui fait sa sieste dans sa cabane. Hein. Il y a les buffalos là derrière. Mais c'est fou, regardez comme c'est beau. Donc là, je suis à l'est de Luang Prabang et c'est la rivière qui descend du Mekong. C'est la Nam Kha River. J'avoue, j'ai juste mis mes pieds dans l'eau et un peu rafraîchi mes bras parce que je suis pas sûre à quel point, en plus il y a des animaux à côté, à quel point elle est propre l'eau. On va éviter de mettre sa tête dedans. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Même moi, en mettant là, je sais pas, il y a eu peut-être un moment où elle s'est un peu effacée avant que je l'en remette. J'ai un coup de soleil déjà sur les épaules en plus, même d'hier. En fait, hier je suis allée à des cascades, les Kwangsi Waterfall. Franchement, c'était bien parce que c'était hyper rafraîchissant. Mais moi, c'est vraiment tout ce que j'avais dans le tourisme. Genre, t'arrives, tu payes le parking, tu payes l'entrée, t'as une mini voiture électrique qui t'amène au bas de la cascade, sachant qu'il y a genre 15 minutes à pied. Donc nous, on l'a fait à pied, mais... Puis la cascade, ouais, genre... le chemin, il est balisé, mais genre... ça fait vraiment genre tu rentres dans un parc, quoi. Donc, ça rend la nature trop accessible à mon goût. Ah, on va essayer de se trouver une petite piscine en rentrant. Hello, Sabaidi. One question. I go to the cafe. Can I access the swimming pool? Or it's... Yes. Yes? Yeah, you can. Okay, perfect. Can I put my bike somewhere? Maybe I can put it there, behind the wall? Is it If okay? you have the lock, you can lock. Yeah, I lock it. Je vais mettre allons dehors. Regarde, je sais pas si ça se voit, mais je suis KO technique. Et j'ai l'impression que ma crème, elle bug. Enfin, j'ai chopé des coups de soleil alors que je me crème tout le temps. J'ai fait 2h14 de vélo, j'ai fait 30 km. J'ai une moyenne de 14,6. Ma vitesse maximum 43,6, bon ça c'est dans les descentes. Ça fait 430 mètres de dénivelé positif quand même, c'est pas mal. Je suis KO technique, c'était trop bien, j'ai vraiment kiffé. Et je sentais que j'avais le physique, mais la chaleur c'est pas possible. Genre là, je voyais flou en arrivant.
Je suis dans un hôtel, je vais pouvoir aller faire un pouf dans la piscine. Et le petit repas de la récompense. Oui! Crêpes là, oh là là. Depuis que je suis arrivée, j'ai rien testé de local. Ça, c'est une vraie crêpe. Enfin, une vraie galette. Oh putain, ça fait du bien. Franchement, ça fait pas plaisir ça là. Je sens qu'elle va être chaude parce que ça va être au soleil, mais c'est mieux que rien. J'ai l'impression d'être rouge tomate là. Ah ouais. Bon, comme tous les matins depuis que je suis arrivée, j'ai fait une petite séance de yoga dans le studio de Grasshopper que je vous recommande à 2000%, franchement. C'est incroyable. J'ai pris un pass 5 classes, ça m'a coûté genre 41 USD. Et en plus, ils offrent un petit discount au restaurant les déjeuners après, donc ça, on aime. Puis après, j'ai rendez-vous pour un massage. Franchement, là, on est sur une journée chill. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, une des manières de voyager dans les pays, c'est de visiter les supermarchés. Allons-y. Ils ont des petits trucs du Laos là. C'est la zone du tigre. Merde. Franchement, elle est stylée hein. Et je pense que celle-là, elle est clean pour le coup. J'adore. Franchement, les petits masques pour le visage à moins de 1 €, c'est genre 50 centimes. On valide. Je sais pas si c'est le jour où ils font des livraisons, mais c'est le bordel. Ah, c'est ça qu'il me faut du dentif. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bon, écoutez, j'ai pris celle-là. Herbal Toothpaste. Alors, ce que ça donne, hein. Regardez le rayon sauce, c'est une dinguerie. Il y a tellement de sauce soja en plus. Waouh. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui me donne envie de cuisiner. Sauf que bah, il n'y a pas de cuisine ici, ça coûte moins cher de sortir dehors manger que de cuisiner chez soi. Ah, les paquets de cashew. 9 balles le paquet de 800 grammes. Pas mal ça. Flocons d'avoine et graines de chia déjà mélangées. Ah oui, je vais tester ça. Bon, en vrai, ce supermarché, il est plutôt pas mal. Je pense que je reviendrai pour les masques pour le visage. Bon, les gars, franchement, aujourd'hui, JPP, là, j'ai du mal à me lever. J'ai chaud, mais genre en mode, je me sens pas bien. Je pense qu'il faut que je m'habitue à cette chaleur, mais c'est pas facile. Hein. Dites-vous, déjà à 9h, il fait genre 30 degrés. Et là, la pluie arrive, donc il fait humide. J'ai un mal de crâne, j'ai l'impression de boire énormément, mais que ça suffit pas. Par contre, je suis hyper contente parce que j'ai retrouvé mon pote Valentin, Valoutopie, le seul, l'unique, qui lui est à vélo. Et en fait, on s'est déjà croisé au Népal. Il est parti 1 mois avant moi. Au début, on se suivait et tout, on n'arrivait pas à se croiser. On a fini par se voir au Népal. Et là, on arrive en même temps au Laos. Donc c'est trop cool de pouvoir passer un peu de temps avec lui. Et d'ailleurs, je vous laisse tout de suite avec une petite interview que j'ai fait avec lui pour que vous puissiez un peu voir son profil et son aventure incroyable à vélo. J'ai l'immense honneur, les amis. Le grand. Le Valoutopie. Exactement, il est là. Petite question pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Valou et je suis parti il y a 1 an de la France pour aller jusqu'à Singapour en vélo. Voilà, c'est une bonne présentation, non? Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce voyage? Ma principale motivation sur ce voyage, c'était de rencontrer des gens. Et du coup, le vélo, c'est vraiment génial. L'avantage du vélo, c'est qu'on peut à la fois aller très loin, je suis quand même au Laos aujourd'hui, et c'est à la fois très lent et ça permet de rencontrer plein de gens sur la route. Je peux te dire que dans tous les pays que j'ai fait, j'ai été merveilleusement bien accueilli. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie amont de ce voyage, la préparation? Ah, la préparation. Ou la non-préparation? Moi j'ai un credo qui est assez simple, je pense que je vais répondre très vite à cette question, c'est pas de plan, c'est mon plan. Voilà.
Donc le peu de choses que j'avais un peu préparées avant, je les ai pas fait. Le plus dur, c'est de quitter son boulot. Voilà. Et est-ce que par exemple tu avais déjà ton vélo? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu as acheté des accessoires? Enfin un peu pour le truc un peu plus logistique. J'avais déjà fait des petits voyages de courte durée en vélo. Donc j'avais déjà à peu près tout. J'ai juste racheté un nouveau vélo un peu plus polyvalent pour traverser le continent eurasien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était de partir, de quitter mon boulot. Hein. Non, en vrai, franchement, qu'est-ce qui est difficile sur la route? L'avantage du vélo, c'est que c'est vraiment un vecteur social et je dirais que partout où je suis allé, même quand j'avais des difficultés ou des problèmes, j'ai toujours quelqu'un qui est venu à moi pour m'aider. Je pense pas avoir eu de réels problèmes sur ce voyage. Franchement, non. Ok, trop bien. Comment ta vision du monde a évolué depuis ton départ? Grande question. Je pense que de base, je suis pas quelqu'un qui a trop de préjugés. Mais là, en l'occurrence, on a quand même cassé énormément, notamment sur les pays du Moyen-Orient. Voilà, ce sont les pays les plus hospitaliers, je pense, de ce voyage. Et aussi la Chine, j'ai été très surpris de la Chine. On a pas mal de préjugés sur la Chine et j'ai été aussi très bien accueilli en Chine. Tu as des exemples un peu concrets sur des anecdotes que tu peux raconter là vite fait? Allez, on va prendre la Turquie. Voilà. On arrive sur une fin de journée. Le soleil commence à baisser et va passer l'horizon. Moi, je m'emballe quand je raconte une histoire. Donc là, le soleil va passer l'horizon. Je crève et je sais pas où je vais dormir. Du coup, je suis là en mode c'est pas le bon moment, pas cool quoi pour une crevaison. J'arrive dans un petit village, j'entends de la musique. Moi, je suis pas fou. Je me dis musique égale monde égale bon, on pourrait peut-être rencontrer quelqu'un. Je vais me poser devant cette musique pour réparer mon vélo. Et là, ni une ni deux, une famille arrive à moi. Et en fait, c'était un mariage. Voilà, donc c'était dans un petit village juste avant le Tuzgölü, donc en Turquie pour ceux qui connaissent. Donc là ils m'ont dit mais répare pas ton vélo, on va aller le poser à la mosquée, viens au mariage. Et du coup je suis resté 3-4 jours dans cette famille, comme leur fils, nourri, logé, en pension complète. Voilà, on se parle encore et c'est des gens incroyables. Et ça c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres, puisque en Turquie j'ai été beaucoup accueilli et en Iran pareil, plein d'histoires où les gens nous ont accueillis pour même des fois une semaine quoi. Alors une semaine j'exagère mais 3-4 jours. Et je ne peux que confirmer, enfin j'ai pas fait la mode vélo mais c'est vrai que je peux confirmer ce que tu dis. Si tu devais retenir un apprentissage de ce voyage à vélo, alors il n'est pas fini jusqu'à présent, ce serait quoi? Premièrement, faire confiance à l'autre, voilà. Malgré les différences culturelles, de religion, de peu importe. En fait, on reste tous humains et à chaque fois que j'ai fait confiance, ça a toujours été une bonne expérience. Donc ne pas avoir peur de l'autre et faire un pas vers l'autre et ce sera que du bon. Tu vas bientôt rentrer en France. Qu'est-ce qui te donne le plus envie et est-ce que tu redoutes certaines choses? Alors mon retour en France, là, attention, il va se passer des trucs incroyables. Là, mon rêve, en vrai j'ai une hygiène pendant ce voyage, c'est catastrophique. Du coup là je rentre en France, je vais dans le premier Nivea que je trouve, j'en sais rien, je connais pas les crèmes, j'ai jamais mis de crème de ma vie. Mais là je vais rentrer, je vais m'acheter un pot de crème tous les jours pendant un mois, je vais changer de slip. Et je vais mettre de la crème, voilà c'est mon rêve. Voilà. J'ai jamais fait ça avant, pas si changer de slip quand même. Pas la crème que je redoute. De pas trouver de crème d'hiver. De pas trouver de crème d'hiver. Et attention parce que je compte pas acheter la moins chère. Peut-être la reprise du boulot, voilà. J'attends de voir. Moi, je vais quand même être content de rentrer en France. Là, tu peux nous expliquer un peu la suite du voyage. Actuellement, on est au nord du Laos, à Luang Prabang. C'est quoi les prochaines étapes? Nous, on est au Laos entre le Vietnam, la Thaïlande et tout ça. Le plan, c'est d'arriver à Vientiane pour retrouver mon papa. On va arriver donc à Vientiane et on va descendre tout le Laos ensemble à vélo. Donc papa qui n'a jamais quitté la France et enfin du moins pas l'Europe et qui n'a jamais fait du vélo comme ça. Il va mourir. Voilà. Il va mourir. Et donc on descend le Laos jusqu'au Cambodge ensemble, jusqu'à la capitale du Cambodge. Là, il va reprendre un petit avion pour retourner en France. Et moi, je vais continuer jusqu'à Bangkok et je vais descendre jusqu'à Singapour. C'est à peu près une ligne droite, une petite bande entre deux mers. On te souhaite beaucoup de courage pour les prochains kilomètres, surtout à ton papa. Parce qu'il fait super chaud en fait. Là, actuellement, il fait 35 degrés dehors. Selon toi, qu'est-ce qui rend le voyage à vélo si spécial? J'ai déjà un peu répondu. Moi, je dirais que le vélo est un parfait moyen de transport puisque, je le répète, il permet d'aller très loin. Donc je suis quand même au Laos après 17 000 km, mais à la fois c'est très lent. Et donc du coup on a le temps de, quand on est en Turquie et que tout le monde nous dit chai 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 gel gel gel, viens boire un thé, et ben ça permet de dire oui assez facilement. On mettra ton petit nom Insta pour aller checker tes news en live puisqu'il ne met que des stories. Valoutopi, voilà. Voilà, le meilleur Instagrammeur, attention. Merci beaucoup pour cette petite interview. Merci à toi. Un des trucs iconiques à faire à Luang Prabang, c'est de se réveiller le matin à 5h. Parce
qu'entre 5h30 et 6h30, vous avez ce qu'on appelle Saibat. C'est la marche matinale des moines qui viennent en fait recevoir les offrandes donc des habitants ou des touristes. Pourquoi c'est vraiment iconique de le faire ici? Parce qu'en fait c'est l'ancienne capitale, ville royale, et surtout que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 95, donc en fait le rituel est assez préservé, disons. Donc c'est assez intéressant de le voir ici. Ici ils pratiquent une forme de bouddhisme qui s'appelle le bouddhisme Theravada. C'est encore assez présent, il y a 30 temples actifs autour de la ville. Moi je me suis pris mon petit vélo là. J'avoue que là, il a piqué, j'ai trop mal dormi à cause de la chaleur. Je vais me poser là-bas. Il y a des gens en fait qui vendent les trucs pour les touristes avec les prix. Donc normalement c'est genre du riz gluant que vous pouvez donner aux moines. Il y a quelques règles à suivre. Si vous venez pour donner ou pour observer, il faut s'habiller de façon disons humble. Donc couvrir les épaules, voir les jambes. En fait, il faut pas se mettre à la même hauteur du moine, il faut être à genoux ou assis par terre. C'est irrespectueux en fait d'être au-dessus d'eux à ce moment-là. Il faut être silencieux aussi. Là, les gens se préparent, il y a un peu de monde. Il y a cette croyance que donner aux moines va du coup être bénéfique pour son karma. Sachant que souvent, la nourriture que reçoivent les moines ce matin-là, c'est la seule nourriture qu'ils vont avoir pour la journée. Donc c'est aussi assez intéressant à savoir. Si vous voulez y assister, quelques petits tips. Premièrement, arriver à l'heure. Je viens de voir une touriste incrustée dans la ligne où il y avait les chaises là, un peu à l'arrache, en retard. Moi j'avoue que j'étais un peu mal à l'aise là au centre parce qu'en fait tout le monde s'approche de la ligne. Genre vraiment il y a l'appareil photo à quelques centimètres de la tête des moines. Je me sentais un peu mal à l'aise de aussi moi filmer là-bas. Finalement je pense que les petites rues c'est le meilleur spot. Bah écoutez, j'ai bien aimé. Je trouve ça hyper intéressant de voir ce rituel que j'avais jamais vu de ma vie. Pour moi, je me suis levée aux alentours de 5h. J'y étais pour 5h30, ça a commencé à 5h45 lors du lever de soleil. Et là, il est 6h30, les amis. Et en vrai, c'est pas mal d'enchaîner ça et quelques visites de temples, je pense. Que du coup, là, il fait pas si chaud que ça. Il fait que genre 27 degrés. Est-ce qu'on n'irait pas aller prendre un petit pain au chocolat à la boulangerie? Vraiment. Regardez-moi ça. Oh, ça sent trop bon. My God. Tellement les chaussons aux pommes. J'ai envie de tester plein de trucs. Les baguettes. Mais là, vous savez pas, vous. Ça fait presque un an que je suis partie de la France. Là, c'est le paradis, en fait. La petite récompense de m'être levée aussitôt alors que j'ai super mal dormi. Par contre, pourquoi il me met des couverts? Frère, un vrai pain au chocolat, ça ne se mange pas avec des couverts. Qu'est-ce qui se passe? Petit tip, si t'es à Luang Prabang, tu peux prendre le ferry et traverser le Mekong pour seulement 10 000 kips. Donc c'est genre moins de 50 centimes. Hop, j'ai pris mon vélo et on va de l'autre côté. Ce qui est trop cool avec le vélo, c'est que tu peux te retrouver dans des villages. Et là, vraiment, je vous conseille de traverser juste le Mekong. Vous êtes perdu au milieu de nulle part. Je tombe sur des petites là qui sont en train d'attraper des fruits avec un panier, je sais pas ce qu'elles font. Ils vont se baigner. C'est la douche. Ça descend dans l'eau là. C'est trop cool. Par contre, il fait déjà putain de chaud. Genre, il est, je sais pas, à 9h30, il fait genre 35 degrés. Bon, bah écoutez, y a un fraté qui m'a interpellée. Il m'a dit poterie, poterie. Et je suis dans un centre. Regardez. Full poterie, full jardin. Là, je vais aller essayer d'en faire avec lui.
pour la musique simple de 5 balles. Alors ça va, hein. Bon, c'était assez intéressant. Par contre, il parlait pas anglais, donc en fait, je devais suivre ses mouvements et ça, c'est très très dur. J'ai fait mon premier cours de poterie il y a quelques mois à Pokhara. Et en fait, c'est un peu de la poterie classique avec la roue, où en fait, tu prends ta boule et tu la formes direct. Et là, il a une autre manière de le faire. En fait, là, il prend un tout petit bout d'argile et il l'aplatit. Il forme déjà le pot à la main et ensuite, il fait tourner la roue pour former un peu plus le pot. Je trouve hyper intéressant avec la poterie, c'est que je trouve ça hyper relaxant. Mais par contre, il faut être hyper régulier, je pense assidu et discipliné pour arriver à maîtriser genre ce qu'il fait, à faire comme eux, genre de la, tu sais, des jarres en terre cuite à la main, genre qui font, je sais pas, 50 cm de haut et qui sont hyper régulières, quoi. Moi, je suis impressionnée. Le Laos, ça me fait grave penser au Népal. Je trouve ça, il ressemble un peu dans la vibe, genre là, j'étais dans les villages et tout. Et tout le monde est grave chill, genre ça discute, ça dort, ça passe du bon temps entre voisins, enfin vraiment c'est... La vie est tranquille et en même temps la chaleur, enfin je ne peux que les comprendre. Et aussi beaucoup d'artisanat, donc là j'ai fait la poterie et je sais qu'il y a beaucoup de spots aussi d'artisanat autour du papier de soie, autour du tissage. Donc vraiment si vous kiffez ce genre de truc, je pense que Luang Prabang c'est aussi un bon spot pour ça. Par exemple hier on était dans le musée des ethnies du Laos et de l'artisanat, justement c'est un tout petit musée d'ailleurs que je vous recommande, je vous mettrai l'adresse en description. Et à 3h il y a un mini tour gratuit avec le manager du musée et en fait il vous explique les différentes sous-ethnies du Laos, il y en a plus de 60 je crois, sachant que le Laos c'est quand même genre presque 8 millions d'habitants. Et c'était très très intéressant de voir en fait les différences dans l'artisanat, dans le tissage, dans les méthodes, etc. Et ce que moi je trouve canon, c'est qu'ils travaillent en fait avec plusieurs villages. Quand tu achètes des souvenirs au musée, tu participes un peu à la préservation de cet artisanat puisqu'ils reversent 50% de leur profit aux communautés. Et moi j'ai acheté un petit bracelet pour mon téléphone. Very demure. Et d'ailleurs en parlant d'artisanat, je suis à Ok Pop Tok. C'est un centre où ils font des expos permanentes gratuites où vous pouvez comprendre un petit peu le process de production et fabrication et tissage, par exemple du coton, de la soie, aussi plein d'autres ateliers. Il y a des workshops que vous pouvez faire. Je suis en train de faire du tissage par exemple. Bon la MIF, le premier vlog du Laos va se terminer sur ces images. Je suis descendue à Vientiane par le train. Le train que j'ai pris depuis la Chine vers Luang Prabang descend jusqu'à la capitale du Laos. Et c'est les Chinois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui investissent énormément dans les infrastructures. Et franchement, je vais pas vous mytho, je crois que c'est les meilleurs trains que j'ai eu depuis le début du voyage. Je vous conseille, si vous êtes au Laos, de réserver avec l'application LCR directement. Vous pouvez créer votre compte avec votre adresse mail. C'est hyper simple de réserver. En fait, ça vous génère un QR code. Arrivez peut-être un peu en avance à la gare parce que vous devez passer des contrôles, scanners, etc. Et c'était un des trajets les plus rapides du voyage, genre 2 heures de train. D'habitude, moi, c'était quand 8 heures, 12 heures, 33 heures. Là, 2 heures, j'ai rien le temps de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 heures de train? Je suis donc dans la capitale. J'avoue, j'ai rien vu. Pas en mode visite, là. Je suis en mode logistique. Ce matin, j'ai été à la clinique française de Vientiane pour un rendez-vous avec un ostéopathe. Franchement, ça m'a fait du bien parce que j'avoue que j'étais un peu bloquée. À chaque fois qu'il touchait une partie de mon corps, il disait « Ah, c'est bien bloqué là !» Ah oui, fraté, qu'est-ce que tu veux? Je fais plus trop de sport, j'ai mon sac sur le dos tous les jours. Et j'ai fait surtout mon vaccin contre l'encéphalite japonaise. Donc si jamais vous passez par l'Asie du Sud et que vous avez besoin de voir un médecin, de voir un ostéo ou voilà, de faire des examens, je vous conseille amplement cette clinique. Et là les amis, je m'en vais faire une fresque du climat. Pour ceux qui connaissent pas la fresque du climat, c'est un atelier citoyen qui utilise l'intelligence collective. Donc en gros, vous êtes en groupe, soit par exemple dans votre entreprise, soit vous vous inscrivez avec des amis sur une fresque ouverte à tous. Et vous allez essayer de résoudre un jeu de cartes qui va vous permettre de comprendre les enjeux du dérèglement climatique et notamment le lien de cause à effet. Et j'étais animatrice de la fresque avant de partir de France. Et là, en fait, j'ai rencontré, grâce à l'Alibi, ma communauté de voyageurs bas carbone, des fresqueurs sur la route, donc Tamara et son copain Ben. Ça fait trop du bien de rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et du coup, Tamara, là, elle anime une fresque, enfin plutôt elle forme des fresqueurs qui sont là au Laos pour leur donner un peu des conseils, etc. et qui se sentent plus à l'aise pour animer plus de fresques dans le futur. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et demain, les amis, demain, il y a Max qui arrive.
Je suis trop contente. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. Ça fait trop plaisir. Si vous avez aimé ces premières images du Laos, je vous laisse liker, commenter et vous abonner à ma chaîne ou partager à des gens qui ne sont pas abonnés. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la mif.